Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons recevoir Alexandra Mazet qui va nous parler de l'intelligence émotionnelle. Bonne écoute! Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté cette invitation dans mon podcast Changer pour mieux. Aujourd'hui, Alexandra, tu vas nous parler d'intelligence émotionnelle. Et avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas puissent savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie. D'abord, merci de m'inviter sur ton podcast. Je suis ravie, c'est une première pour moi, donc voilà, j'en suis enchantée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis consultante et formatrice en management, en compétences relationnelles et en dynamique de groupe. Et je suis aussi coach de dirigeants et d'équipe CODIR. Et en fait, la petite spécificité que j'aime bien avoir dans mes accompagnements, qu'il s'agisse d'accompagnement de groupe ou d'accompagnement en coaching, c'est je m'intéresse particulièrement au comportement, à l'environnement et à comment l'individu, le collectif et l'environnement s'influencent les uns les autres. Donc c'est vraiment mon approche, en tout cas mon approche d'observateur quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est la première chose que j'essaie de décrypter, les comportements et le lien de ces mêmes comportements dans l'environnement dans lequel les individus, l'individu ou le collectif évoluent et voir comment les choses se passent les unes par rapport aux autres. Donc, le système, en fait. Et c'est en raison de cette approche-là que, du coup, tu t'es intéressée à l'intelligence émotionnelle? Absolument. Absolument, parce qu'en fait, et on aura peut-être l'occasion de rentrer dans le détail, je pense, nos comportements, c'est l'expression visible de l'émotion. En tout cas, c'est l'aboutissement du processus émotionnel. C'est ce que tu auras peut-être l'occasion, en effet, de discuter avec nous aujourd'hui. Parce que je voulais aborder cette question d'intelligence émotionnelle, comme on a pu en discuter avant l'enregistrement du podcast, parce que j'ai vu que ça résonnait beaucoup chez des personnes que j'avais rencontrées en formation professionnelle. Ils avaient eu une formation sur l'intelligence émotionnelle et ça les avait beaucoup éclairés sur leur propre comportement, sur le comportement de leurs équipes, parce que c'était des managers. Et du coup, je trouvais intéressant pour les auditeurs de Changer pour mieux d'avoir aussi finalement cet outil à leur disposition pour réfléchir à leur parcours professionnel, à leur réflexion professionnelle, parce qu'en effet, ça peut leur faire peut-être comprendre des éléments de leur comportement ou de leur choix et leur faire travailler dessus. Mais justement, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Oui, alors avant de vous en dire un peu plus, je vais d'abord expliquer de quel point de vue je parle, parce que je me suis formée en 2021, et donc ça peut être d'ailleurs si les auditeurs s'intéressent, avec la fabrique à neurones, qui a été créée par Marie Prévost, qui est docteur en neurosciences et qui, à la fin de son doctorat, s'est dit, mais en fait, je fais plein de recherches, j'ai pas forcément envie que ces recherches, elles soient inutiles. C'est peut-être pas tout à fait ça le bon mot, mais elle avait envie de mettre le fruit de ses recherches au service de la vraie vie des entreprises, en fait. Et rapidement, elle s'est rendue compte que ça faisait écho puisqu'elle avait rencontré beaucoup d'entreprises. Et du coup, elle a monté une formation pour des personnes comme moi qui s'intéressent au lien entre les neurosciences et un certain nombre de nos comportements. Et elle a monté une formation qui nous certifie sur ce sujet. Et j'ai à ma disposition plein d'ateliers, dont un atelier sur l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour comprendre quel point de vue. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Moi, j'aurais envie de dire que peut-être la toute première étape dans l'intelligence émotionnelle, c'est reconnaître les émotions comme un élément de notre système de survie, au même titre que notre cœur qui bat,
que nos poumons qui prennent l'air pour notre respiration. En fait, les émotions, elles servent à notre survie. Mais en fait, elles sont dans le même système que le cœur et les poumons, c'est-à-dire qu'elles sont dans notre système nerveux autonome. Et quand on dit ça, on dit quoi? Au même titre que je ne peux pas décider de ma propre volonté de faire arrêter mon cœur qui bat, et ben en fait, je ne peux pas décider s'il y a une émotion qui va survenir ou pas. Donc, le premier élément à bien comprendre sur l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord de comprendre que l'émotion, elle est automatique. Parce que c'est difficile en fait d'admettre qu'on est habité, traversé par tout un tas d'émotions. Et tu vas peut-être rencontrer en entreprise, souvent la seule émotion qui a de la place dans l'entreprise et qui est bienvenue, c'est la joie. Les autres, elles sont un petit peu encombrantes. Mais sauf qu'elles sont là quand même. Donc, dans l'intelligence émotionnelle, vraiment, c'est juste de se dire, de comprendre que on ne peut pas lutter. Les émotions, elles sont là et on ne peut pas les empêcher de survenir. Ce que l'on peut faire, et c'est là où l'intelligence émotionnelle, elle prend son sens, dans intelligence, c'est développer des capacités à les apprivoiser et à les réguler. Donc, ça veut dire quoi, apprivoiser et à réguler une émotion? En fait, pour apprivoiser, il faut d'abord l'identifier. Donc, pour l'identifier, c'est se dire comment elle se traduit. Est-ce qu'elle se traduit? Est-ce qu'elle se passe dans ma tête? Est-ce qu'elle se passe dans mon corps? Donc, apprendre à être à l'écoute. Et ça non plus, c'est pas si facile à faire. On se rend bien compte que on a aussi, on a été beaucoup déformés dans des environnements qui où on est concentré dans notre tête en fait. On n'est plus connecté avec nos corps ou moins. En tout cas, dans l'environnement de travail, c'est pas si simple. Surtout quand on est dans un métier administratif, de service. Il y en a qui n'ont pas le choix d'être connectés avec leur corps, mais il y en a d'autres, voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est les identifier. Et puis ensuite, une fois on a ressenti et on a accepté ce ressenti, c'est se poser la question de pourquoi c'est là. C'est quoi le déclencheur? Et puis une fois qu'on a identifié quel était le déclencheur, on sait, parce que ça c'est le processus émotionnel, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on a deux grands circuits émotionnels qui sont, on n'a pas que ceux-là, mais on en a deux grands en fait qu'on côtoie plusieurs fois dans une journée. C'est celui qui s'appelle le circuit de la peur, le circuit émotionnel de la peur et le circuit émotionnel de la joie ou du plaisir. Donc ça, c'est ceux en général qu'on côtoie le plus fréquemment. Ok? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde un processus, pour qu'un processus se déclenche, il faut un déclencheur. Donc il y a, en effet, une situation, une pensée, quelque chose, un événement qui déclenche une émotion. Cette émotion, elle va se traduire. Une émotion, c'est toujours un signal. C'est un signal que notre corps nous envoie pour dire « Oh, oh, il faut que tu portes attention à quelque chose. » Ok ? Donc, ce signal, il peut être physique. Donc, on ressent, je ne sais pas moi, une chaleur soudaine. On ressent notre cœur qui s'emballe. Voilà, donc il peut y avoir différentes manifestations. Ou ce signal, il peut être aussi cognitif, des pensées qui tournent en boucle. Voilà, donc il y a un signal. Donc, comment est-ce que j'apprends à mettre en lien, d'abord à écouter, à être attentif à ce signal et à le mettre en lien avec ce qui se passe dans mon environnement. Alors des fois, c'est évident. Par exemple, on est tranquillement à notre bureau, il n'y a pas de vent, la maison est calme, il n'y a personne d'autre que nous, ou le bureau est calme, il n'y a personne d'autre que nous, et tout d'un coup, il y a une porte qui claque. L'effet de surprise, physiquement, qu'est-ce qu'on va entendre? On va sentir une espèce de bond dans notre poitrine et l'accélération de notre rythme cardiaque. Donc là, ok, on ressent cet effet physique et notre attention va être attirée, va être tout d'un coup attirée par ce phénomène. Okay, mais on n'a pas encore. Alors là, on peut commencer à identifier, c'est que globalement, j'ai eu peur. J'ai peur. C'est pas normal, j'ai peur. Donc, la prochaine étape du processus émotionnel, c'est
et ben, il se passe un truc, je ressens physiquement quelque chose, il y a un déséquilibre. Du coup, moi, ma responsabilité, c'est de faire quelque chose. Donc, d'adopter le comportement adapté à la situation. Donc, quand c'est le circuit de la peur qui est activé, donc il y a une cause, il y a l'effet de l'émotion, et derrière, je vais identifier quel est le comportement le plus adapté avec l'environnement. En général, il y en a 3 possibles, ça on les connaît tous, c'est soit je m'enfuis, soit je vais combattre parce que je considère que le danger, entre guillemets, est à ma hauteur, ou soit je suis figée parce que je n'ai pas d'option, enfin l'option combattre ou fuir, ben en fait, a priori, elles ne me sont pas accessibles. Donc en gros, c'est les 3 comportements qui vont être déclenchés par le circuit de la peur. Et puis, Et juste, excuse-moi, juste pour j'en les prie. auditeurs et pour moi aussi, hein, tu parlais donc de l'émotion, donc de la joie qui a plus sa place en entreprise que les autres. C'est quoi du coup, la question à 2 francs, les différentes émotions reconnues dans l'intelligence émotionnelle, à part la joie et la peur du coup? Ah non, mais il y en a plein. Alors, il y a les 6 émotions primaires qu'on connaît. Donc, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la joie. Et il m'en manque une. Et il m'en manque une. Bon, elle va revenir, mais bon, en gros, c'est voilà. Et en fait, toutes ces émotions-là, elles ont une fonction, une mission. Et leur principale mission, c'est de se traduire par un comportement qui va nous permettre de nous adapter à la nécessité de l'environnement dans lequel on est. Et en fait, alors revenons quand même juste, parce que j'ai parlé du circuit de la peur, mais il y a un autre circuit. C'est le circuit de la joie et le circuit du plaisir. Pourquoi c'est important de parler de ces deux en parallèle? Parce que ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Quand un est actif, l'autre est inhibé. Quand le Donc, circuit, donc en fait, quand le circuit de la joie et circuit du plaisir, ils circuit fonctionnent pas ensemble? si la joie et le plaisir ils fonctionnent ensemble, mais le Ah, circuit de la peur, quand il est ah oui, activé, ah oui, il d'accord. inhibe le Hmm, circuit de la joie. Voilà. d'accord. Ok. Et alors, on pourrait se poser la question de savoir quel est le comportement associé à ce circuit-là, le circuit de la joie. Et bien, en fait, le comportement associé, c'est comme ça m'a fait plaisir, comme ça m'a fait du bien, et ben j'ai envie de revenir à la source de mon plaisir, ce qui a convoqué ce plaisir et qui l'a fait survenir. Et donc, là, il ne va pas s'agir de dire il y a un bon circuit et un mauvais circuit. Et j'aime bien montrer que par exemple, le circuit de la joie, qui est celui où tout le monde a envie d'être, évidemment, eh ben, il a une petite faille de sécurité dans son système. Est-ce que tu sais ce que c'est cette petite faille de sécurité? Du coup, on n'est pas attentif au danger. S'il est inhibé, du coup, le circuit de la peur, on est trop optimiste et on peut ne pas voir arriver le danger, non? C'est pas un truc Alors, comme ça? non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est inhibé. L'inhibition, elle sert exactement à ça. Par contre, le circuit de la joie, comme le comportement associé, c'est d'avoir envie de revenir à la source de notre plaisir, eh bien, la faille du système, la faille sécuritaire de ce système-là, c'est l'addiction. Hmm. Voilà. Donc, juste pour dire qu'il n'y a pas de système parfait, c'est juste des systèmes qui sont là et qui sont là pour quelque chose. Voilà. Hmm. Vraiment, le processus émotionnel, il est là pour quelque chose. Et on se rappelle que l'origine des émotions, c'est notre survie. Les émotions font partie intégrante de notre système de survie. Donc, quand on est là-dedans, on peut se poser la question en disant oui, mais bon, depuis que l'homme est homme, on n'est plus tout à fait confronté au même danger, ce qui est tout à fait vrai. Et pour autant, les émotions, elles n'ont pas disparu. On a évolué, on s'est adapté physiquement sur tout un tas de choses, et les émotions sont toujours là. Alors ça, c'est parce que notre cerveau ne fait pas tellement la différence entre le danger réel et le danger perçu. Et dans notre vie de tous les jours, souvent, on est plus exposé à des dangers perçus qu'à des dangers réels. C'est-à-dire que c'est quand même. Alors, les dangers, bien sûr, on est exposé
accident de voiture, etc. Oui, mais c'est beaucoup moins fréquent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de prédateurs que ce qu'il pouvait y en avoir au début de l'humanité, on va dire ça comme ça. Donc, il faut juste avoir en tête que si notre système émotionnel est toujours présent, c'est parce qu'il a une utilité à nous maintenir, déjà à nous maintenir en vigilance quand c'est nécessaire dans un environnement qui peut être favorable ou potentiellement quelquefois hostile. Donc c'est vraiment un système de vigilance auquel il faut être attentif parce que l'émotion, quand elle survient, comme elle nous met en condition d'urgence, être en forte charge émotionnelle, c'est énergiquement très consommateur. Si je reviens un peu sur le système nerveux autonome, en fait, le système nerveux autonome, il a deux fonctions, un accélérateur et un frein. Et quand on est face à un challenge, on va dire ça comme ça, notre système nerveux autonome appuie sur l'accélérateur, c'est-à-dire que pour faire face, il nous met en condition de pouvoir faire face à ce challenge qui s'offre à nous. Alors, agréable ou désagréable, peu importe, d'accord ? Donc, accélération du rythme cardiaque pour alimenter nos muscles en sang, pour alimenter notre cerveau de manière un peu plus dynamique pour pouvoir répondre au challenge auquel on est confronté. Mais sauf que ça, c'est très énergivore. Et aujourd'hui, on est dans des environnements qui nous poussent un peu à avoir un peu le pied au plancher. Et on a perdu la route du frein. On ne sait plus on n'a plus accès au frein. Enfin, en tout cas, il faut réapprendre cet accès au frein parce que si on puise trop dans notre énergie sans jamais se donner la possibilité de la reconstituer, bah, il y a un moment où on s'épuise. Ce serait en réflexion professionnelle, justement parce que peut-être qu'il appuie tout le temps sur l'accélérateur et qu'il en a marre. Le souci, c'est que de réfléchir à une évolution professionnelle, c'est aussi source de challenge et finalement, il ne va pas freiner, il faut qu'il continue à accélérer. Est-ce que c'est peut-être ça qui peut expliquer aussi le fait que parfois, on en a marre en fait de la situation, on a envie de changer et en même temps, voilà quoi, ça demande trop d'énergie finalement. Je sais pas, voilà. Est-ce que ça peut être ça? Oui, et puis surtout, alors après, ce qui est intéressant, c'est d'observer les raisons du besoin du changement professionnel, de la transition professionnelle. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Il y a je suis en situation où je performe sur mon poste actuel et j'ai la possibilité en interne de me positionner sur un poste plus challengeant. OK. Donc là, on est dans un premier cas de figure où ça va être intéressant du coup de se demander quelles sont les compétences émotionnelles dont je vais avoir dans mon poste de demain. Mais avant ça, se poser la question de l'état émotionnel d'où je suis. Est-ce que je suis en état de forte activité émotionnelle? Comment je me sens? Pourquoi? Parce que essayons d'imaginer, de nous imaginer dans nos fonctions cognitives et humaines. Je vais faire une métaphore avec une maison, une habitation à 3 niveaux. Le premier niveau serait le niveau où c'est notre centre de survie, où là, il y a tous nos capacités physiques, notre centre de survie classique. Okay ? Deuxième niveau, c'est notre centre de surveillance émotionnelle, c'est-à-dire celui qui est là pour vérifier, pour avoir cette vigilance permanente, pour vérifier que dans notre environnement, c'est OK, il n'y a pas de danger, tout va bien. OK ? Et puis le troisième niveau, c'est toutes les fonctions cognitives, un peu comme notre unité centrale, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin dans notre quotidien
pour travailler la mémoire, la représentation dans l'espace, la cognition sociale, l'apprentissage, bref, tout ce dont on se sert tous les jours sans vraiment se rendre compte qu'on s'en sert. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est le premier endroit qui va être mis de côté si jamais au niveau 2, j'ai une alerte. Parce que si mon centre de surveillance, de vigilance a détecté que, lui, il va se concentrer sur faire en sorte de mettre toutes les capacités, toutes les possibilités au niveau de « il faut que je me défende ». Donc, quand une personne initie un changement au professionnel parce qu'elle est dans un environnement qui la met plus en souffrance qu'en bien, eh bien, si on n'a pas identifié avant d'amorcer le travail de transition professionnelle sur comment je vais construire mon projet, c'est quoi mes capacités, c'est quoi mes forces, en fait, elle aura même pas la possibilité d'avoir accès à la reconnaissance de son potentiel parce que elle sera trop focus sur ce qui la met en mal-être. Elle est en mode survie, quoi. Le mode survie, quoi. Exactement, c'est le mode survie. Et donc, c'est vrai que dans une personne qui ferait le choix de se faire accompagner pour sa transition émotionnelle, c'est important d'identifier, de dire, bon, OK, on va d'abord élaguer le contexte, voir ce qui se passe dans le contexte d'aujourd'hui, ce que ça coûte à la personne individuellement. Mettre en lumière le fait que c'est assez spécifique à ce contexte et qu'elle n'a pas toujours vécu ça tout le temps, pour un peu extraire de s'extraire de la responsabilité, l'autoflagellation, à dire parce qu'en fait c'est ça, quand on dit que la charge émotionnelle, elle peut se traduire physiquement, mais elle peut se traduire cognitivement. J'imagine que tu as déjà rencontré des profils comme ça, des profils qui peuvent être en souffrance pour X ou Y raison dans leur travail, hein. C'est peut-être pas la faute des autres, hein, d'ailleurs, mais elles sont dans une espèce de brouhaha de pensée qui les coupe de toute forme de lucidité quant à leur vraie capacité, en fait. Et ça, c'est à cause d'une surexposition à une charge émotionnelle trop intense. Ouais, donc en fait, moi, un petit peu avec ma casquette RH gestionnaire, mon réflexe dans les bilans de compétences, c'était de faire un état des lieux, des compétences acquises, etc., un peu très objectivant. Mais il faut prendre le temps aussi de faire un état des lieux émotionnel, finalement. Exactement. En fait, poser la question de déjà faire raconter la situation actuelle, l'instant T à la personne, la situation là, et lui poser la question de comment elle se sent par rapport à ça. Qu'est-ce que ça lui coûte? Quelles sont les conséquences pour elle? Alors, les réponses classiques, je dors plus ou je dors mal, je suis irritable, je suis plus patiente, j'oublie plein de trucs. En fait, je me sens vraiment nulle à la fin. C'est souvent ça le processus. Ah ouais, ok. Et alors, cette histoire de nullité, c'était là tout le temps ou bien voilà, enfin, donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi je pouvais négliger aussi au tout démarrage quand j'accompagnais des individus, je pouvais négliger cette exploration-là. Et précisément après m'être formée grâce à la Fabrique à neurones, je me suis bien rendu compte que c'était vraiment une étape importante parce que c'était même quasiment l'étape nécessaire pour permettre à la personne de se donner la possibilité de se reconnecter avec son capital, en fait. Bon, voilà. Avec le troisième étage de la maison, là, c'est pour se reconnecter avec le troisième étage de la maison, c'est-à-dire ce dont j'ai besoin tous les jours, mais on voit bien que si on est par exemple dans une situation de travail qui nous pèse pour plein de raisons, parce que, je sais pas, on a dû mettre en œuvre un nouvel outil, j'arrive pas à me prendre en main cet outil, ça me prend du temps, je suis moins performant, ça me prend la tête parce que j'ai pas le sentiment de pouvoir explorer, exploiter tout comme il faut. Du coup, je prends du retard. Du coup, là,
la personne, le système de vigilance à l'étape, au niveau 2 va tourner à plein régime. Et comme il va tourner à plein régime, je vais être tellement focus sur cette problématique que je rencontre tout le temps que tout d'un coup, je n'ai plus d'énergie pour dire oui, mais attends. Pourtant, ça, tu sais faire. La capacité d'adaptation, tu l'as. Il faut juste que je ralentisse, que je me pose 5 minutes et que je prenne un petit temps de recul à me dire mais est-ce que vraiment j'ai plus de compétences? Bah si, parce que depuis le démarrage, par exemple, de ce projet, j'ai quand même fait un sacré chemin. Et que si je regarde autour de moi, a priori, par rapport à mes collègues, je ne suis pas en retard sur ce chemin. Donc, est-ce que c'est OK que la prise en main, parce que le projet, le programme ou l'outil est plus complexe, va prendre du temps et en plus, il va prendre d'autant plus de temps que il faut aussi que cet outil, par exemple, à la fin, finisse par être façonné par la spécificité de notre environnement, de notre activité ou nos contraintes ou que sais-je. Tant que la personne, elle est dans le brouhaha émotionnel, elle ne peut plus avoir accès à ce qu'elle sait effectivement faire. Et donc là, va s'en suivre tout un tas de petits trucs. Quand je parlais de la mémoire, c'est une des premières choses qui est perturbée. Des petits oublis, l'attention aussi. L'attention va être beaucoup plus fluctuante. La capacité de concentration, difficile, va coûter. Donc ça, c'est vraiment un signal quand on n'arrive plus à être attentif, à se concentrer. C'est souvent les tout premiers signaux faibles qui sont qui indiquent qu'on a notre étage émotionnel en feu en fait. Et du coup, quand on détecte du coup donc ces signaux faibles, on se dit oui, c'est vrai que là, en écoutant le podcast, je me rends compte, j'ai du mal à me concentrer, je retiens plus grand, enfin, il y a j'ai des choses que j'oublie, etc. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs de faire pour développer leur intelligence émotionnelle, développer leurs ressources, pouvoir réaccéder à leur troisième étage correctement? Et vraiment la première des choses, c'est de prendre conscience déjà de l'impact sensoriel. Vraiment se reconnecter avec ses sensations. Ça paraît totalement futile, mais c'est hyper important parce que les premiers signaux, ils viennent de là et ils sont peut-être là depuis longtemps et on ne les a pas écoutés. Donc, vraiment se poser la question de comment je me sens. Depuis combien de temps je me sens comme ça? OK, ça fait 15 jours. Il s'est passé quoi il y a 15 jours? Parce que si on se reconnecte avec ces sensations, ça va permettre et qu'on se demande depuis quand c'est là, ça va permettre de remonter le fil de qu'est-ce qui est à l'origine en fait de cette montée en charge émotionnelle. Ça c'est vraiment les 2 premières étapes. Mais c'est pas facile à faire parce qu'on n'a jamais appris et on ne le fait jamais. En fait, on le fait quand on n'a plus le choix. C'est-à-dire que j'ai vu accompagner ou en tout cas été le témoin dans mon entourage de gens qui ont attendu de s'écrouler pour se dire « Oh purée, j'ai peut-être un truc à faire ». Oui, et c'est ça qui est difficile parce que quand la charge émotionnelle elle date d'il y a 15 jours, c'est facile, mais quand elle date d'il y a des mois et des mois, comment on fait finalement pour retrouver l'origine et puis arriver à détricoter tout ça? Eh ben, ça va pas être si facile de remonter à l'origine. Ça va être essentiel par contre de se dire comment je me sens là aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement qui est aujourd'hui plus lourd pour moi à supporter que ce que ça ne l'a pu être précédemment. Et déjà faire ce travail et dire OK, qu'est-ce que je peux faire pour alléger ça? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que quelquefois, peut-être pas. Ou en tout cas pas immédiatement. Mais déjà mettre le doigt dessus, en fait,
entendre à longueur de temps la collègue qui est dans mon bureau ou le collègue qui est dans mon bureau râler, en fait, ça me pèse, j'en peux plus, j'en ai marre, je peux pas me concentrer, je peux pas m'empêcher d'entendre, ça m'use. Alors que jusqu'à présent, ça allait. Et peut-être dire: «Bon OK, mais tout ce que je dis là, c'est encore une fois, hein, ça va pas arriver du jour au lendemain, c'est une compétence. Et une compétence et ben, ça se travaille, ça se développe, des fois, c'est pas facile, ça demande un effort, mais en tout cas, si on est attentif aux signaux émotionnels du moment, un 1er moyen et une première étape, de régulation, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je sens? Sous quelle forme? Et du coup, c'est quoi? De la peur, de la colère, je suis triste?» Mmh. Et juste de le dire: «Ah, je me sens en colère. Je me sens en colère parce que je suis en train de vivre une injustice.» Mmh. Et quand on partage ça, alors quand on a quelqu'un dans son environnement professionnel de confiance à qui on peut partager ça, parce qu'en fait, ça va être le premier enjeu. Si on est en charge émotionnelle, ça veut dire qu'on se sent en insécurité. C'est souvent ça, le sujet. Une insécurité qui est avérée ou seulement perçue. Je suis en insécurité parce que je me sens pas solide dans les nouvelles compétences qu'on me demande, ou sur les nouvelles responsabilités qu'on attend de moi, ou parce que j'ai le sentiment qu'il y a un niveau d'exigence qui est bien au-delà de ce que je suis en capacité de. Ça crée de l'insécurité. Et donc, mais ça, pour le coup, c'est ce qu'il y a le plus difficile dans un environnement de travail à dire. Je ne me sens pas solide pour. Mmh. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on me demande. J'aurais besoin d'aide. Ça, on est d'accord que. Et pourtant, c'est vraiment essentiel pour faire redescendre la charge émotionnelle. Essentiel. Donc, si c'est difficile de l'exprimer dans le travail et qu'on le vit dans le travail, ben, avoir une personne de confiance à l'extérieur du travail à qui l'exprimer déjà. Et ça, c'est déjà une première étape. Mais à partir du moment que l'émotion est nommée, la charge émotionnelle, elle redescend quasi instantanément. Donc, et peut-être se dire, bah là, je vais prendre un temps de pause, je vais prendre l'air, et l'air que je vais prendre, ben, va faire descendre ma charge émotionnelle. Ça, c'est vraiment essentiel parce que l'émotion, en fonction du niveau de la charge, elle n'est pas très très bonne conseillère. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a une des compétences psychosociales qui est, enfin, ouais, sur Scolavi, qui est décrite, c'est celle de la gestion des émotions, le contrôle de soi et même la gestion des symptômes physiologiques des émotions, c'est-à-dire voilà, quand je transpire, quand je rougis, et voilà, j'ai animé une formation dessus la semaine dernière et quelqu'un me disait mais c'est possible ça voilà, de contrôler physiologiquement le fait de rougir. Et je dis, bah, c'est peut-être pas possible, mais en tout cas c'est bien de le savoir que Ouais. voilà. En fait, c'est marrant parce que cette histoire de rougir, c'est rigolo. Euh, Moi, adolescente, j'étais une rouge tomate à chaque fois que je me sentais dans des situations inconfortables. Et au fur et à mesure que ben, on s'étoffe, on se consolide, on prend de l'assurance sur certains sujets, cette manifestation physique de l'émotion, pour le coup, la rougeur sur les joues, ben, dans certaines situations, elle s'invitera plus. Dans d'autres, oui. On ne peut pas l'empêcher, en fait. Ça se régule. Ça se régule, et aussi un moyen de le réguler, c'est aussi de devenir confiant, pardon, aussi dans son capital compétences. Et au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, ben, il y a sur certains sujets, bien évidemment, qu'on est en grande confiance. Pas sur tous, mais sur certains sujets où on est en grande confiance. Et là, tout d'un coup, on ne ressent pas d'insécurité. Donc, la charge émotionnelle, elle nous laisse à peu près tranquille, puisque il n'y a pas de, entre guillemets, danger pour notre sécurité, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, vouloir empêcher un inconfort
je suis pas sûre que ce soit le bon combat. Par contre, se dit, ouh là là, je suis en effet très impressionnée parce que je vais devoir parler devant 300 personnes et que j'ai à cœur de faire ça bien et que ça génère chez moi un peu d'anxiété et de stress. Bon, bah, si je le sais, j'en suis consciente, je vais peut-être essayer de me préparer pour limiter la durée des effets de l'émotion. Mais imaginer qu'on va les empêcher, je ne suis pas sûre que ce soit le bon objectif. Une chose à faire, c'est déjà de faire ce travail d'identification. Ouais. Est-ce que tu conseilles, par exemple, je sais que certains conseillent d'écrire un journal de bord ou un carnet. Est-ce que l'écriture, ça permet de mieux identifier ou parce que quand on est en prise à la charge émotionnelle, c'est difficile d'avoir du recul. En fait, on peut le faire que après coup, non? Alors, bah, justement, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que si on reprend le processus émotionnel, on se dit, il y a une cause qui déclenche une émotion, qui envoie un signal avec un déséquilibre et qui va engager un comportement. Eh bien, nous, êtres humains irrationnels, en fait, la rationalité, elle arrive dans un deuxième temps. Il y a d'abord l'émotion et ensuite, notre processus se met en route, notre processus rationnel se met en route et on a accès à, OK, quel est le comportement à cet instant le plus adapté à cette situation afin que mon comportement soit le moins préjudiciable pour moi et les autres de fait. Voilà. Donc en effet, c'est là où ça va être difficile, c'est nier l'émotion. Alors une émotion l'émotion, elle est tenace, hein. C'est-à-dire que au plus on l'ignore et au plus elle va trouver les moyens de se manifester. Mais au plus on accumule de l'ignorance, et il y a des chances en fait que l'émotion, à la fin, elle monte le son de manière très exagérée. Donc souvent, quand on a face à nous un comportement où nous-mêmes, on est dans un comportement qui est de l'ordre de l'exagération, c'est peut-être se dire, mais en fait, j'ai trop accumulé. Et puis, il y a une autre chose où on se trompe fort, en général, mais tous, hein, on n'y échappe pas, c'est que les émotions, elles ont un puissant système de Wi-Fi. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui imaginent cacher leurs émotions, elles se trompent considérablement. Parce que les émotions, elles passent en Wi-Fi. Mais sauf que, comme elles passent en Wi-Fi et elles sont communiquées à notre insu, là, on ne maîtrise plus le message qui est reçu en face. Et souvent, c'est bien malgré nous et qu'on se retrouve avec un espèce de feedback de notre interlocuteur qui oh, mince, qu'est-ce qui se passe? C'était pas tout à fait ce que j'avais prévu, qui nous échappe. Mais tout simplement parce que les émotions, elles ont trouvé un moyen de diffuser. Les émotions, c'est vraiment un mode de communication, hein. C'est des excellentes communicantes. Et la communication se fait à travers de notre comportement. Et il n'y a que comme ça que l'émotion est perçue par l'extérieur. Donc, si on n'a pas été suffisamment attentif à ce qu'elle produit chez nous, ce qu'elle veut dire pour nous et la charge que cette émotion-là spécifique dans cette situation-là nous procure, eh ben, peut-être qu'on peut se retrouver dans une situation de communication qui nous échappe totalement parce que ça ne produit pas tout à fait les effets qu'on espérait, qu'on souhaitait. Et pour développer ses compétences émotionnelles, son intelligence émotionnelle, est-ce qu'il ne faut pas faire comme ce qui est conseillé sur certaines compétences, se mettre en fait en situation quand on a des faibles enjeux, quelque chose qui nous génère une émotion qu'on a envie de mieux contrôler finalement. Et puis, on va essayer d'adapter notre comportement, mais dans une situation à faible enjeu. Par exemple, je ne sais pas, se dire par exemple, l'injustice me rend très en colère, mais plutôt que d'aller
engueuler ma hiérarchie parce qu'elle m'a pas augmenté alors que c'est injuste, je me suis donnée à fond. Je vais plutôt au marché quand je me fais passer devant, ça me fait un peu de colère et est-ce que comme ça on peut essayer de travailler sur des émotions spécifiques avec, je sais pas, à des moments faibles d'enjeu pour pouvoir, pour pas déraper. Oui. Par exemple, quand on a des enfants, c'est un super champ expérimental, hein. Parce que pour le coup, eux, ils sont bien meilleurs que nous. C'est-à-dire qu'un enfant, déjà son émotion, il va l'exprimer. Alors, un enfant, lui, il va jamais faire en sorte de dire je vais cacher mes émotions. Eux, ils les expriment. La compétence qu'ils doivent développer derrière, c'est réguler le comportement associé. Mais ça, bien évidemment que. Et donc, on a quand même un peu soit de l'inspiration à avoir d'eux dans une certaine mesure, en tout cas dans l'attention que eux portent à leurs émotions, c'est intéressant de s'en inspirer. Parce que un enfant qui est en colère, il va l'exprimer, et pour peu qu'on essaye de lui faire dire qu'est-ce qui le met dans cet état, et ben tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile pour lui de formaliser et de verbaliser ce qui se joue pour lui. Je suis en colère parce que c'est pas juste, lui, il a eu le droit de jouer 5 minutes de plus que moi. Bon, et voilà, c'est pas juste, il a dit ce qui s'est passé, c'est une injustice. Bon, très bien, je vais t'expliquer pourquoi il y a eu cette règle qui a été mise comme ça. Et du coup, là, il y a un échange qui se passe. En fait, notre erreur à nous, adultes, être raisonnable en tout cas, c'est de ne pas s'autoriser la verbalisation. Et souvent, on ne s'autorise pas à dire voilà comment je me sens. Là, dans cette situation, voilà comment je me sens. Parce que si on regarde bien, chacune des émotions ont un rôle. En effet, la colère, le déclencheur de la colère, c'est parce que j'ai le sentiment d'être victime d'une injustice, qu'elle soit avérée ou pas. En tout cas, je suis en colère parce que mon sentiment dominant, c'est d'être victime d'une injustice. Donc, l'émotion qui est déclenchée, c'est précisément pour me mettre en route pour rétablir la justice. Quand je ressens de la peur, l'émotion va déclencher le comportement qui va avoir pour objectif de me mettre en sécurité. Quand je suis triste, souvent, l'émotion de la tristesse, c'est marrant parce que la tristesse, c'est l'émotion la plus sociale. Pourquoi ? Parce que quand je suis triste, tout d'un coup, j'ai plus d'énergie, je me sens mou dans mon corps. C'est souvent ce qui se passe quand on est triste. Et cette mollesse, c'est un signal vers l'extérieur pour dire « Hé les gars, j'ai besoin de vous ». J'ai besoin de pleurer sur une épaule ou ponctuellement, en fait, j'ai besoin de m'installer dans un canapé parce que j'ai plus d'énergie, parce que j'ai quelque chose à digérer. Souvent, la tristesse, c'est une perte. Alors, ça peut être le perte d'un emploi, le perte d'un être cher dans les situations extrêmes, mais c'est une perte et qu'il faut déjà qu'on accepte cette perte et qu'on se reconfigure sans cette chose qui va nous manquer. Donc, et ce temps de reconfiguration, il nécessite en fait un temps de mollesse parce que ça ne peut pas passer autrement. Pareil, il y a une autre émotion, je sais celle que j'ai oubliée, c'est l'ennui. L'ennui, c'est une émotion, en fait, aujourd'hui, que 90% des gens mettent à distance. Mais sauf que, en fait, c'est très dommage parce que le rôle de cette émotion de l'ennui, c'est l'antichambre de la créativité. Ça veut dire que, par exemple, toutes les missions ou les fonctions créatives, si elles n'ont jamais d'espace dans leur temps de travail, sans sollicitation, où c'est un peu encéphalogramme plat, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a rien à faire, et ben tant mieux, parce qu'au moins, ça permet en fait de nourrir la créativité. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut avoir en tête, c'est que les émotions, elles sont pas là pour rien, elles ont toujours une raison. Et la couleur de l'émotion, elle va changer. Donc quand je dis la couleur, colère, peur, ennui, elle va changer en fonction de la situation que l'on vit. Voilà, donc c'est pour ça que, en fait, pour moi, ça me semble essentiel dans plein d'espaces de la vie professionnelle quand gérer un conflit,
préparer un entretien individuel quand je suis manager. Si je prépare j'ai un exemple parce que dans les questions que tu m'avais posées, Oui. il y avait un exemple où est-ce que tu as accompagné quelqu'un pour développer ses capacités émotionnelles Eh ben oui, et alors raconte-nous alors ton c'est marrant succès. parce qu'un jour j'ai accompagné un manager qui était dirigeant pour le coup et puis qui me dit j'ai besoin de toi parce que je ne comprends pas pourquoi préparer les entretiens annuels ça me stresse, ça me met dans un état d'irritabilité permanent dans les 3 mois qui précèdent quand je les ai planifiés, c'est horrible. Bon voilà. Donc on explore un peu le truc et en fait au fur et à mesure de l'exploration, qu'est-ce qui arrive émerge le fait que en fait j'ai trop peur que mes collaborateurs ils me demandent des augmentations que je pourrais pas leur donner et être obligée de leur dire mais en fait j'aimerais bien mais je peux pas. Et donc comme ils voulaient pas que ça arrive, ces entretiens individuels en fait il accaparait la parole. Voilà. Donc lui, il était monopole de parole, c'était pas un échange, c'était monocanal, pour surtout pas avoir à répondre à cette question qui lui faisait tellement peur parce que il avait vraiment envie de bien faire, mais si jamais c'était pas possible, il était encombré avec l'idée que de devoir décevoir un peu, c'est un petit peu ça le sujet. Et donc, bah, il laissait pas la place à ses collaborateurs. Du coup, lui, il finissait l'entretien vidé et frustré parce qu'en fait, il n'avait pas du tout eu l'impression d'entendre son collaborateur dans ce qu'il avait dit. Et le collaborateur, il était hyper déçu parce que lui avait bien préparé son entretien et qu'à la fin, il n'avait pas eu l'occasion d'en placer une. Donc, on a travaillé en fait sur cette peur. Et de se dire, bon, bah, ok, comment est-ce que, donc, d'où elle vient, pourquoi elle est autant installée, et comment est-ce que tu peux arriver à trouver un moyen déjà d'être rassuré sur ce sujet, peut-être de mettre en place un système de gratification qui va correspondre aussi à tes valeurs, à la façon dont tu envisages bah de récompenser ton équipe collectivement, individuellement. Donc on a travaillé tout ce processus-là, mais avant, il a fallu en effet mettre le doigt sur le fait que ce qui le stressait autant, c'est de ne pas pouvoir répondre à la demande de ses collaborateurs. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, hein, parce que il s'agit juste de se dire, mais attends, c'est une négociation. Hein. Bien évidemment que le collaborateur, lui, il va demander au haut pour avoir peut-être au niveau qu'il veut effectivement. Donc, et puis c'est à toi de négocier. Mais si par ailleurs, et en fait c'est à ça qu'il a abouti, en fait par ailleurs, il a trouvé un système qui lui convenait parfaitement bien, qu'il assumait en tant que manager et dirigeant vachement bien, à la fois sur la pérennité économique de son entreprise et sur bah, ce qu'il avait envie de donner comme genre de récompense à ses collaborateurs. Et donc une fois que ça a été mis en place, bah, lui, c'est devenu facile, entre guillemets, les entretiens annuels. Quoi. En tout cas, tout le monde avait son espace pour parler. Du coup, ouais, la satisfaction vis-à-vis de la tenue des entretiens était mieux, s'était Ah bah améliorée, oui, oui. et lui, il dormait la nuit les 3 mois précédant les Exactement. entretiens. Et puis en fait, le cadeau caché, je dirais de ça, c'est de dire, mais en fait, finalement, ils me demandent pas tant des trucs que je peux pas leur donner. Donc ça, c'était le cadeau caché. Ouais, oui, oui, c'est vrai que des fois, la peur est plus forte Oui, que quand tu disais le risque perçu par rapport à... C'est vrai que des fois, en fait, c'est perçu et c'est pas réel, quoi. Hein. ouais, oui, C'est ça aussi qui est intéressant quand tu dis identifier la cause de l'émotion, parce que parfois, ça peut permettre de voir si l'élément derrière, il est réel ou il est perçu, finalement. Est-ce que c'est exactement. vrai? L'injustice, Ouais. par exemple. Mm. Je suis en colère parce que je ressens une injustice, puis finalement, si j'arrive à exprimer clairement mon point de vue et qu'on me répond de façon très factuelle et que je me rends compte finalement, c'est pas une injustice, c'est voilà, Mm. ça s'explique. Voilà, ça permet aussi voilà de remettre les choses en perspective, en place. Oui. Et c'est là où il y a des gros enjeux dans des collectifs de travail parce que c'est pas des choses évidentes à faire. Mm. C'est-à-dire, c'est jamais très évident. Alors il y a des gens qui le font très bien, hein, et notamment, en fait, il ne peut y avoir que la posture du manager qui initie, Mm. parce que, et puis en plus
Ouais, je reviendrai là-dessus, mais ça ne peut venir que du manager parce qu'il y a, du coup, c'est biaisé la relation puisqu'il y a un biais qui est hiérarchique. Mmh. Donc il y a un biais d'enjeu, de performance, et donc si le manager est pas très conscient de ce qui peut se jouer dans une équipe qui serait déstabilisée émotionnellement parce qu'elle se sent en insécurité sur des sujets, et si lui n'a pas appris à développer ces capteurs-là et y être attentif et interroger, soit collectivement, mais quelquefois il est nécessaire d'interroger individuellement, ben, on se retrouve dans des collectifs qui sont très en panne, très en défiance, même en méfiance, vraiment très déstabilisés et du coup pas du tout optimal dans leur fonctionnement parce que la C'est motivation est totalement émoussée. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, finalement, là, on donne des clés à des personnes de façon individuelle, mais et c'est en ça que c'était intéressant la formation dont me parlaient les managers avec qui j'étais, c'est que bah, ils étaient formés à l'intelligence émotionnelle eux en tant que managers parce que c'est vrai Ah que ouais. finalement, en tant qu'individu, bon bah c'est très bien hein, de développer notre intelligence émotionnelle, mais finalement, si on a personne en face à qui en parler, bon, ça reste limité, quoi. Oui, et puis il faut avoir en tête, quand je parlais tout à l'heure de la Wi-Fi émotionnelle, il faut avoir en tête quand un manager est très mal à l'aise sur la communication de ses propres émotions et de fait qu'il ne les communique pas, ce qui est reçu par l'équipe est puissance 10 parce qu'il est manager. Mmh. Dans l'effet, en tout cas, que ça a sur l'équipe. Mais de la même manière, quand un parent, mais c'est marrant de comparer, hein, mais c'est exactement ça. Hein, quand nous, en tant que parents, on arrive à la maison chargé d'une émotion professionnelle qui nous a englués toute la journée et qu'on veut surtout pas en parler, on arrive avec cette grosse charge là qui nous pèse sur les épaules, en tirant la tête qui va bien avec. On rencontre nos enfants et tout d'un coup, bah, ils se disent waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre papa ou maman dans cet état? Alors qu'eux, ils sont absolument pour rien. Et il suffit juste de dire non, mais là, j'ai eu une journée difficile, vous m'accordez 5 minutes, je me pose, dans 5 minutes, je suis à vous pleinement. Bah, en fait, ça suffit. Et au moins, eux, ils sont sortis de la culpabilité à dire, bah, avoir en tout cas imaginé que ça pourrait être eux à l'origine de ce qu'ils Oui. perçoivent de. Et c'est exactement pareil, en fait, dans une collaboration professionnelle. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on le lit et on l'interprète. C'est comme ça. Et en fonction de ce qu'on va lire et interpréter, il y a 98% de chances de se tromper. Parce qu'on va lire et interpréter à partir de notre propre grille. Donc, si la personne, elle ne considère pas nécessaire de dire je suis agacée, une personne, un manager qui rentre dans une réunion d'équipe, qui vient de raccrocher avec un client qui l'a bien embêté, il arrive dans la réunion d'équipe avec cette lourdeur-là, s'il prend pas la peine de dire excusez-moi, je viens de raccrocher et le rendez-vous a été un peu difficile, et ben l'équipe, elle, ce qu'elle va lire, c'est waouh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas dans l'équipe. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc, pour moi, dans la qualité relationnelle du collectif, mais même une relation one-to-one, il y a un vrai enjeu à développer cette compétence de l'expression. Je me sens comme ça parce que ça permet à l'autre de se libérer d'une responsabilité qui, à certains égards, il n'a pas, ou alors d'en prendre une Mmh. parce qu'il a une responsabilité. Ça Oui, marche dans les deux sens, quoi. c'est ça. Oui, qui croit pas que c'est pas à lui que ça s'adresse, alors que c'est à lui que ça s'adresse. Voilà, voilà. C'est Et ça. que on peut le faire sans être dans l'attaque, dans quelque chose qui fait que l'autre, du coup, va répondre avec une attitude défensive qui va rendre Mmh. l'échange stérile. Et Oui. c'est pour ça que, et c'est un peu le principe de la CNV d'ailleurs, quand on dit je Mmh. parle en jeu, en exprimant ce que je ressens et Mmh. ce dont j'ai besoin, mais en fait, c'est hyper efficace, quoi. Mmh.
C'est ça. Alors, CNV, communication non violente. Oui, pardon, communication non violente. Pour ceux qui connaissent pas. Et avec le tu qui tue, voilà. Voilà. Ouais, ça, donc, on fera peut-être un épisode là-dessus, d'ailleurs. Pourquoi pas. Et du coup, pour terminer cette partie sur l'intelligence émotionnelle, quels outils, ressources, livres? Alors, j'ai noté la Fabrique à neurones. Je mettrai la ressource en lien du podcast. Oui. Je suis pas sûre que je dise tout dans le bon sens. La ressource dans le descriptif du podcast plutôt. Ouais. Mais est-ce que tu as d'autres ressources et notamment des ouvrages peut-être que pourraient lire nos auditeurs? Alors, il y a l'erreur de Descartes, de Damasio, par exemple, qui est quand même très intéressant, pas très difficile à lire, donc voilà, assez accessible. Après, mais ça c'est peut-être plus pour le collectif. Moi, il y a une personne que je trouve très intéressante qui s'appelle Sama Karaki, qui est neuroscientifique et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle Le travail en équipe, où elle explique en fait la mécanique pour être sur une dynamique collaborative optimale. Je dis pas performante, hein, je dis optimale, où chaque individu va pouvoir trouver sa place, déployer ses capacités en toute sécurité, trouver un champ d'expression acceptable, voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant. Et puis après, il y a des podcasts qui sont vraiment chouettes de Louis Média, un qui s'appelle Émotion, avec un S, et ils ont décliné Émotion au travail. Donc il y a plein d'épisodes qui déclinent sur toutes les émotions qui peuvent nous traverser dans l'environnement professionnel, qui sont, ça en tout cas, c'est des outils vraiment sympas pour un auto-apprentissage, si c'est par là qu'on a envie de commencer. Et puis le site de la Fabrique à neurones aussi, qui a pas mal de ressources. Oui, alors en plus, le site de la Fabrique à neurones. Et puis nous, à la Fabrique à neurones, on est une communauté d'experts aujourd'hui certifiés et on propose des ateliers. Donc sur l'intelligence émotionnelle notamment, mais pas que. Donc voilà, on a enfin en tout cas, moi je déploie ces ateliers-là, et l'atelier de l'intelligence émotionnelle, je l'ai en 2 versions. Je l'ai en version simple, 2 heures, efficace. Donc c'est voilà, très, très pragmatique, pratico-pratique, on expérimente, on regarde. Et puis en version longue, où là, en fait, je me suis adossée avec une professionnelle du théâtre et on rentre dans une expérimentation un tout petit peu plus poussée sur comment je me mets en disposition de développer mes capacités à identifier, à réguler tout ce processus émotionnel. Voilà. Donc intéressant, plein de ressources, si on veut aller plus loin. Oui. Intéressant. Et puis la première étape, c'est en fait, faut y aller par étapes. C'est déjà qu'est-ce que je ressens, comment je me sens. Voilà. C'est déjà, quand on arrive déjà à nommer ça, c'est hyper bien. Hein. C'est un grand chemin. Mais écoute, merci beaucoup Alexandra pour cette avec présentation. Grand plaisir. Très riche, avec des choses très pratico-pratiques, un exemple de réussite qui a bénéficié aux managers, aux salariés, donc très bien. Et puis au plaisir de travailler sur l'intelligence émotionnelle à travers des ateliers. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. De rien. Merci à toi en tout cas. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé sur ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne louper aucun épisode de Changer pour mieux. Bonne journée.